Alors effectivement, je suis co-auteur de ce nouvel ouvrage, le Pro en réseaux sociaux avec Christine Balaguer, chez Vubert. Et sinon, je suis responsable écosystème innovation à la Poste, et puis auteur, conférencier et actif dans différents think tanks et associations pour développer le numérique en France. On a écrit un livre avec Christine, Facebook, Twitter et les autres, en 2010, c'est-à-dire il y a 12 ans, qui a été un best-seller, qui a été réédité à 2 reprises. Toutefois, depuis, le marché des réseaux sociaux s'est stabilisé, les fonctions se sont uniformisées. Par exemple, les stories qui sont apparues sur Snapchat ont été reprises par Instagram et beaucoup d'autres. On a aussi des formats, les formats courts, le succès de la vidéo. TikTok est arrivé à bousculer un petit peu tout cela. Et puis, la fonction de community manager, qui était quelque chose de marginal, s'est complètement institutionnalisée et elle a repris des signes de noblesse, notamment avec la crise de la Covid, où on s'est aperçu que pour qu'une entreprise puisse continuer à vendre, il était important d'avoir un site marchand, d'avoir ce qu'on appelle du social selling, des ventes générées avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn, mais pas que. Et donc tout ça, ça a participé justement à ancrer dans la réalité physique le métier de community manager, et puis le fait que toute entreprise a besoin d'être sur les réseaux sociaux. Et comme on l'avait dit il y a 12 ans, ce n'est pas un phénomène de mode, mais c'était un commencement. Et là maintenant, on est dans la maturité des réseaux sociaux. Alors, comme dans un principe commercial, les premiers clients sont à choyer, parce que c'est les premiers clients qui sont les prescripteurs, il faut commencer au sein de sa structure par avoir des ambassadeurs. À partir du moment où on travaille dans une entreprise, on partage ses valeurs, son ADN, et on doit rayonner autour. Par exemple, dans le secteur automobile, lorsqu'on travaillait chez Simca, à une époque dans les années 70, celui qui n'avait pas de véhicule de marque Simca ne pouvait pas se garer dans le parking du personnel. On pourrait transposer ça maintenant avec les réseaux sociaux. À partir du moment où une marque, on va prendre une marque, je ne sais pas, de grande distribution, elle va employer un certain nombre de catégories de personnel. Eh bien, chacun, quel que soit son niveau hiérarchique, peut être acteur sur les réseaux sociaux et dire du bien de sa marque. D'autant plus si le personnel est actionnaire et il va être encore plus enclin à défendre sa marque. Et donc il faut aussi trouver un intérêt réciproque entre le collaborateur, entre la marque et puis les clients, les actionnaires et tout le monde. Et un commercial, il aura tout à fait intérêt, même le marketing, à promouvoir l'entreprise, la marque et ses produits. Tout à fait. Alors au premier rang desquels, des ambassadeurs, on retrouve les communicants, les marketeurs, mais pas que. Après, ça peut être aussi des discours qui peuvent être des discours techniques, des vidéos d'experts par rapport à des fonctions techniques dans l'entreprise pour partager un savoir-faire, avec aussi un curseur à mettre. C'est-à-dire qu'il faut dire des choses sur la marque, sur les produits et les services, mais pas dévoiler des secrets industriels. Par exemple, si on a un ingénieur, on ne va pas donner des secrets de fabrication, des procédés industriels. Donc là aussi, ça mérite d'avoir un nouveau contrat social qui passe par des chartes d'usage des réseaux sociaux dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, puisqu'on voit avec le télétravail, finalement, tout ça vole en éclats et la porosité vie personnelle, vie professionnelle est très forte. Alors, on a mis en place dans le livre Pro en réseaux sociaux des grilles qui font état en fonction des profils des personnes dans l'entreprise, que ce soit un profil technique, un profil de communicant, le directeur général, le DRH, les contenus à partager. Par exemple, pour le DRH, ça va être des fiches de poste qui pourront être partagées sur LinkedIn, sur Twitter, avec une incitation au relais. Pour cela, il faut que ce soit viral, ça on pourra y revenir après. Il faut que ça incite au partage et que ce ne soit pas un contenu fade, mais un contenu avec un certain relief et qui a un côté qui donne envie de relayer massivement auprès des abonnés, des fans. Pas de la promo, mais que ça valorise tout le monde en fait. Oui, en fait, il ne faut pas que ce soit que de la promotion,
il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut qu'il y ait un contenu. Par exemple, si on est une marque de textile, on peut faire des vidéos qui expliquent comment on va prendre les matières premières, est-ce qu'on va avoir un circuit éco-responsable, est-ce que ça va être des circuits courts ou est-ce que ça va être importé d'un pays où il faudra faire 12 000 km en avion ou en bateau. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont. Et puis ensuite, il faut se poser la question des types de contenus. Est-ce que c'est des contenus vidéo courtes, vidéo longues? Est-ce que c'est des newsletters? Est-ce que c'est des jeux concours? Est-ce que c'est simplement des posts? Quels vont être les réseaux sociaux impliqués en fonction de son audience? Parce qu'on ne communique pas de la même façon sur TikTok, sur Instagram ou sur LinkedIn, parce que ce n'est pas les mêmes profils qui s'y trouvent, ce n'est pas les mêmes classes d'âge, ce n'est pas les mêmes types de clients ou prospects. Donc un discours adapté en fonction de sa cible, en fonction du média et en fonction des personnes de la marque qui vont communiquer. Donc leur donner des éléments de langage, sachant que le collaborateur est libre de parler en bien de l'entreprise ou de s'abstenir. Dans le doute, il s'abstient. Par exemple, si on est fan de Renault ou si on travaille toujours dans un exemple automobile mais plus contemporain pour Renault, si on adore la nouvelle Alpine ou si on adore la Clio, eh bien là, on va partager sans problème. Mais si on trouve que le design d'un autre modèle est un peu raté, par exemple, je trouvais qu'à titre personnel, la Laguna n'avait pas un look terrible. Eh ben, moi, si j'étais collaborateur de Renault, je m'abstiendrais. En revanche, je mettrais en avant les produits dans lesquels je crois. Alors déjà, il y a l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Donc avant d'avoir à faire un bad buzz, avoir une communauté solide, animée régulièrement, parce que si on est attaqué, ça peut être des membres de sa communauté qui vont vous défendre, et sur des faits précis. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, avoir des éléments avec du contenu régulier à valeur ajoutée, pas sujet à polémique, parce que si on donne un bâton pour se faire battre, par exemple Nutella avec l'huile de palme, c'est facile d'être critiqué. Ouais. Donc déjà, être exemplaire dans ses valeurs. On ne peut pas être blanc d'un côté, noir de l'autre, il faut avoir une certaine cohérence, une cohérence de marque. Et pour cela, déjà faire l'effort en amont de dire est-ce que ce que je vais produire a un intérêt pour des clients ou des prospects? Est-ce que ça respecte un certain nombre de critères environnementaux ou de responsabilité sociale et environnementale pour l'entreprise? Est-ce que c'est éthique aussi ce que je fais? Parce qu'il faut aussi une utilisation responsable des réseaux sociaux et c'est aussi une des nouveautés du livre. C'est comment utiliser pour éviter d'avoir un accroissement exponentiel des données qui sont produites sur Terre. On n'a pas besoin de faire 2 selfies par jour en moyenne, par citoyen, alors qu'on est 8 milliards sur la planète. Donc il y a des choses qu'on peut être amené à changer. Pareil pour la transmission de fichiers, de pièces jointes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre frugalité? Il y a des outils de partage comme FromSmatch, un équivalent de WeTransfer, sauf que FromSmatch est une start-up lyonnaise, donc made in France. Donc on peut toujours avoir des solutions alternatives qui permettent de faire les mêmes choses, mais les faire plus intelligemment en matière d'économie d'énergie, en matière de respect de la planète, parce qu'on ne peut pas se priver de certains usages, on ne peut pas se priver des réseaux sociaux, mais peut-être les utiliser plus intelligemment. Alors le schéma du cycle de vie d'un bad buzz suit en fait est isomorphe à la courbe de l'innovation de Rogers, c'est-à-dire qu'il y a un début, donc des petits signaux faibles qu'il faut détecter au départ, et donc le fait d'avoir une écoute active sur les réseaux sociaux avec des outils de type Linkfluence, Radarly, etc., ça permet justement de voir s'il y a des tendances qui émergent, si sa marque ou ses produits sont cités, et le degré d'occurrence, d'apparition de ces termes. Après, le bad buzz progresse, et c'est lorsque il croit que là, il faut vite faire réduire la courbe pour le faire décroître le plus rapidement possible. Et la cellule, ça permet justement d'être en relation avec les journalistes, le directeur général ou le PDG de l'entreprise pour avoir les éléments de communication le plus rapidement possible. Et j'ajoute que si l'affaire Fillon avait été mieux gérée, peut-être que l'élection présidentielle 2017 aurait été différente. Et donc ça aussi, c'est un manque
de planification, d'anticipation qui a fait que finalement, pour une affaire d'emploi réel et pas fictif d'une assistante parlementaire, eh bien finalement il a été rayé de la carte avec des procès qui n'en finissent pas. Et ensuite, à la fin, une fois que le retour au calme est arrivé, à la fin du bad buzz, c'est important d'avoir un retour d'expérience, savoir ce qui a bien marché, ce qui pourrait être amélioré, de façon à modifier la cellule de crise, les fonctionnements, pour que si un autre bad buzz survenait, eh bien, on aurait plus de moyens pour agir plus efficacement pour que son impact soit encore plus faible. Alors déjà, effectivement, il y en a qui ont une visibilité naturelle importante dans la vie physique. Donc pour autant, si on n'est non pas un influenceur dans la vie physique, mais un influenceur ou micro-influenceur sur Internet, là, il y a un travail de fond à faire. Déjà, c'est aimer un domaine d'activité, avoir un domaine d'expertise. Ensuite, être authentique, vouloir donner avant de recevoir. Accueillir les nouveaux membres de sa communauté. Ensuite, on peut aussi choisir les réseaux sociaux sur lesquels sa communauté va être présente. Si on est un influenceur, par exemple, pour le running, pour la course à pied, le fait d'avoir des vidéos régulièrement postées sur YouTube avec des formats plus longs qui permettent de donner plus de fonds et couplé avec une chaîne pas simplement YouTube, mais avec un site web, ça va permettre de démultiplier l'effet. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout raisonner d'une façon écosystémique par rapport aux réseaux sociaux où on va être, par rapport à son site web, par rapport au contenu, à l'expertise qu'on va donner. Et puis après, naturellement, il y a des marques qui vont vous approcher parce qu'une marque a plutôt intérêt à avoir plusieurs micro-influenceurs qui vont parler de ses produits pour avoir un effet cumulatif c'est un peu comme sur Google, sur les pages qui sont indexées par le moteur de recherche. Plus on a de liens entrants qui pointent vers elles, et plus les liens entrants sont importants, plus le PageRank, même si il n'est pas donné publiquement, donc la valeur accordée en critères de référencement va être meilleure. Donc là c'est pareil, il faut avoir plusieurs micro-influenceurs qui vont être approchés par une marque, ou alors on peut dire, bah, tiens, non, je suis une marque qui est suffisamment grande, genre Decathlon, genre La Redoute, et là, plutôt que d'avoir plusieurs micro-influenceurs, je choisis spécifiquement d'avoir Mbappé, un influenceur top level, mais il faudra le rémunérer beaucoup plus cher. Et parfois, le fait d'avoir plein de micro-influenceurs rémunérés plus faiblement, le produit cartésien, ça permet de toucher plus de monde au final. Ça va être plus favorable et ça va avoir un retour d'investissement plus intéressant avec cette authenticité de l'expert que les marques peuvent approcher comme ça. Alors déjà, l'essor, le développement qui n'en est qu'à ses débuts de TikTok, il y a de plus en plus de marques qui sont dessus. Il y a aussi le fait que 2022, c'est l'élection, on a eu l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc beaucoup de candidats à la députation vont être ou sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc c'est une façon d'être visible, d'exister, d'interagir. On l'a vu aussi avec les confinements, donc ça a permis aussi à des marques de pouvoir continuer à exister. Donc je dirais qu'il va y avoir une accélération d'une présence sur les réseaux sociaux, mais une présence raisonnée, avec un programme aussi de posts à mettre tout au long de la saison, alors pour la fête des mères, pour Noël, pour tout un tas d'événements. Donc il y a le calendrier éditorial, et puis après aussi se réserver du temps pour des événements imprévus, et puis du temps aussi pour sa propre actualité, pour des lancements de produits et services qui font le calendrier de l'année. Et par rapport à ça, on a son programme, mais l'événement principal, c'est surtout l'interaction plus grande avec sa communauté. C'est-à-dire pas simplement poster où on est en sens unique et puis répondre à des tweets ou à des messages qui sont laissés, mais également interpeller des internautes, aller suivre des internautes qui ont la même passion que nous, ce qu'on fait, de façon à élargir et être dans une intelligence vraiment collective. D'accord. Alors David, merci de nous avoir donné ce petit feedback et ta vision et des tendances pour 2022. Si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on trouve ce fameux livre ?
Alors dans les librairies, dans les FNAC, sur Internet, sur des sites marchands que vous connaissez tous. Merci David.